Ne pas baisser la garde, c'est le mot d'ordre d'ailleurs depuis le début de l'épidémie face à un ennemi invisible que l'on connaissait que très peu il y a un an. En mars 2020, le centre hospitalier Princesse Grace était en première ligne durant cette crise. Comment l'a-t-il traversée et quels enseignements peut-il en tirer? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur du CHPG. Bonsoir Benoît de Sévelinges. Bonsoir Émilie. Un an après le début de la crise sanitaire, comment le CHPG continue de faire face au coronavirus? On reste extrêmement mobilisés puisqu'on fait face à ce qui est qualifié par certains d'une troisième vague. En tout état de cause, nos lits sont aujourd'hui très largement utilisés pour le Covid pour ce qui est des soins intensifs. Et on voit une nouvelle augmentation des hospitalisations conventionnelles. Oui, et immédiatement, vous avez su vous mettre rapidement en ordre de marche face à un virus dont on ne savait pratiquement rien. On a commencé à communiquer dans l'établissement dès le 30 janvier en disant « Attention, il se passe quelque chose en Chine, on risque d'être impacté ». Dès le mois de février, on avait mis en place un circuit dédié aux urgences, puisqu'on commençait à avoir des patients qui arrivaient avec des symptômes qui ressemblaient au coronavirus. Le 28 février, nous avions notre premier patient Covid. Donc à l'époque, encore une fois, la règle, c'était d'envoyer tous les patients Covid au CHU de Nice, avec l'idée sous-jacente de concentrer ces patients pour éviter toute contamination. De là, donc, on a eu unité dédiée. À partir du 16-17 mars à peu près, on a commencé à hospitaliser des patients et la déprogrammation surtout de l'ensemble des activités non urgentes qui a eu lieu le lendemain du confinement. Alors quels enseignements tirer de cette crise? Vous venez d'évoquer le mot mobilisation, on a vu aussi beaucoup de solidarité entre les services. S'il y a quelque chose à retenir de cette crise, c'est la pluridisciplinarité. Et on a eu une réaction du monde soignant en général, médecins et paramédicaux, qui a été de se retrouver et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Donc les solutions, ça allait de la solution basique de comment on isole un service qu'on ne devrait pas pouvoir isoler, à le staff pluridisciplinaire tous les matins. Cette discussion, ce qu'elle permet derrière, c'est d'arriver à la meilleure prise en charge possible des patients. Cette approche-là, on l'a conservée. On l'a conservée pour d'autres pathologies qui aujourd'hui en bénéficient. Cette approche-là, elle a aussi réveillé un certain nombre d'envies de nos médecins et professeurs, puisque l'hôpital est doté de professeurs des universités en nombre et en qualité très importante, de faire de la recherche. Donc on a de nouveau des projets de recherche clinique qui sont très novateurs, des publications qui ont eu lieu avec une renommée internationale, donc c'est pas rien pour le petit CHPG de Monaco. Et puis, on a réfléchi à nos circuits patients. On s'est retrouvé très contraints en réalité, c'est-à-dire qu'il fallait faire venir le moins possible les patients, donc on s'est réorganisé. On a créé le Prostate Center, le Pelvis Center, qui vont permettre un diagnostic sur une seule journée. On a aussi opté pour des modes d'hospitalisation qui sont plus flexibles et qui consomment moins de personnel. On a développé aussi l'ambulatoire. Ça nous permet de ne pas consommer trop de personnel la nuit. Donc voilà, en réalité, l'hôpital s'est amélioré et a gagné en qualité parce que, devant l'adversité, il a fallu que tout le monde mette de l'eau dans son vin et aille vers le meilleur qu'on pouvait proposer à nos patients. Et le meilleur a été encouragé tous les soirs, des milliers de personnes qui applaudissent à leur balcon pour le personnel soignant. Ce témoignage, ce soutien était important en temps de crise, Benoît? C'était très important, c'était très émouvant et ça nous faisait vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui nous soutiennent toujours. Parce qu'aujourd'hui, nous continuons à avoir des donateurs qui nous proposent leur aide, qui nous est précieuse. On a aussi des restaurateurs qui continuent à nous fournir régulièrement des petites gourmandises pour nos professionnels. Et puis, on trouve régulièrement des petits dessins d'enfants dans nos boîtes aux lettres ou sous les portes. Et ça, je peux vous dire que ça touche énormément le personnel hospitalier. Vous parlez d'isolement, qu'en est-il des mesures prises dans les maisons de retraite? On le sait, ce sont des personnes fragiles, des personnes à risque. Alors en maison de retraite, on a eu le plaisir et le bonheur de constater une très forte adhésion à la vaccination. Donc dès ce week-end, on est très content de pouvoir à nouveau accueillir les proches sur des visites une fois par jour, un visiteur par jour. Certes, on reste quand même prudent, mais sur une durée libre. Alors que pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, on va devoir garder des mesures beaucoup plus strictes qui sont une limite de 3 visites par semaine d'1 heure avec un visiteur.
Vous le disiez il y a un an, Benoît, qu'il était compliqué d'avoir une visibilité sur la durée de la crise sanitaire. Vous l'avez dit encore aujourd'hui. Avec l'apparition de variants, les pics épidémiques, la France parle même d'une forme de troisième vague. On a l'impression qu'à Monaco, l'épidémie est sous contrôle. Est-ce que c'est le cas et quel est le bilan sanitaire aujourd'hui ? Malheureusement, je ne dirais pas du tout que l'épidémie est sous contrôle à Monaco. Pour 2 raisons. Déjà, en une semaine, on a 25% d'hospitalisation en plus. 30% d'augmentation sur les patients en soins intensifs et surtout des services de soins intensifs qui sont saturés. Le profil de patient, il a évolué. Aujourd'hui, les patients qu'on a dans les lits, ils sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Ils ont moins de comorbidité, voire pas de comorbidité, et ils restent très longtemps, ce qui ne nous donne pas de perspective de vider les lits, entre guillemets, de retrouver de la capacité en soins intensifs rapidement. Néanmoins, on a augmenté de 190% notre capacité d'accueil en soins intensifs. On a utilisé l'ensemble des capacités d'orthopédie pour mettre en place des capacités d'accueil pour le Covid, qu'elles soient graves ou pas graves. Tout ça pour vous dire qu'on gère, on prend notre charge. J'entends les mauvaises langues dire qu'on envoie nos patients à Nice. Il n'y en a pas un seul qui est parti, donc c'est assez drôle. Néanmoins, il faut rester prudent. Là, on a 15 jours qui sont déterminants. 15 jours, pourquoi ? Parce que 15 jours, c'est le retour des vacances. Et on voit bien que l'augmentation, elle est liée directement au retour des vacances. Et puis parce qu'on aura un petit peu plus d'éléments sur la vaccination, la disponibilité des vaccins, le rythme vaccinal. Encore une fois, ce qui compte ici, ce sont les risques de maladies à forme grave. Si les gens se vaccinent, ils ne font pas de forme grave, ils ne remplissent pas les lits d'hôpital et on peut vivre normalement. Et dans ces lits d'hôpital, on peut y soigner de la cancéro, de l'orthopédie, de la médecine générale. D'où l'importance de se faire vacciner et de toujours respecter les gestes barrières. Merci infiniment, Benoît de Sévelinges, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ensemble cette année passée, cette année de crise sanitaire. Merci. Merci, Émilie.